Chers amis, merci de nous rejoindre pour ce troisième événement. Dans un instant, la présidente du Centre d'Action Laïque, Véronique de Keyser, vous en dira plus sur la nature de ce que le Centre d'Action Laïque lance, a déjà lancé et poursuit en quelque sorte. Vous le savez, parce que je sais que vous nous êtes fidèles dans cette démarche, vous le savez, ce studio est vaste et grand. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'enlever ce masque que nous portons, comme vous d'ailleurs, depuis de longs mois déjà. Alors, de nombreux invités et puis aussi une intention que Véronique de Keyser va nous rappeler ici maintenant. Merci. Mais je suis vraiment contente de vous retrouver tous ce soir, chers amis. Et ceci est effectivement le troisième événement que nous organisons dans le cadre de la campagne du CAL de 2021. Pour ceux qui ne nous auraient pas suivis les premières fois, je vous rappelle que c'est une campagne qui porte sur la santé. La santé, la laïcité, en fait. Et elle comprend deux cycles. Un premier cycle qui est la santé pour tous, et le deuxième cycle qui prendra cours juste après l'été, qui sera la santé de tous. Alors, un petit mot pour ceux qui seraient curieux de savoir la santé de tous. Mais la santé de tous, ça va être la santé de la planète, la santé de la faune, de la flore, des animaux et celle des hommes, dans la mesure où tous les scientifiques s'accordent aujourd'hui pour dire que cette pandémie d'aujourd'hui n'est pas arrivée comme ça, tombée du ciel, mais qu'elle est le fruit d'une transmission, non seulement d'une transmission entre l'animal et l'homme, mais également de l'état dans lequel la biodiversité se trouve aujourd'hui. Voilà, mais ça sera pour après l'été, vous avez tout le temps de dormir là-dessus. Ce soir, de quoi s'agit-il? Eh bien, on a eu les deux premiers événements qui portaient sur la santé pour tous et en fait l'accès à la santé. Alors, le premier, c'était la compréhension du chaos dans lequel on se trouve. C'était Patrick Lagadec. Puis, il y a eu deux éminents scientifiques, Michel Goldman et Mathias de Watripon, qui nous ont parlé de la technologie du vaccin, de cette invention, des difficultés, etc. Et ce soir, nous allons nous attaquer aux enjeux éthiques de cette pandémie. Alors pourquoi des enjeux éthiques? D'abord parce que pour la laïcité, réfléchir sur l'éthique de cette pandémie est absolument essentiel. Et puis aussi parce que finalement, même si dans notre pays, il faut le dire, il faut le répéter, nous avons eu une certaine chance. Nous avons eu des drames, nous avons eu des morts, nous avons eu des malades, mais un système de santé qui, grâce au dévouement extraordinaire du personnel de santé, a tenu bon, des vaccins qui nous sont fournis gratuitement et dont je voudrais vous encourager à en user largement, des vaccins. Et nous avons aussi un système économique qui, bien qu'il souffre beaucoup, a tenu bon. Donc globalement, nous sommes parmi les pays favorisés dans ce monde. Mais à l'intérieur même de ce pays, qui ressemble à une petite Suisse pour ceux qui ne le connaissent pas, à l'intérieur même de ce pays, il y a des drames terribles. Et la pandémie en a créé pas mal. Alors vous vous souvenez de tous les morts dans les maisons de repos au début de cette pandémie, de ceux qui sont morts du Covid complètement isolés, mais de ceux qui sont morts de l'isolement et de la rupture du lien social, ça, nous ne l'oublierons pas. Nous avons eu aussi une explosion des contraintes liées au confinement dans des familles qui n'étaient pas les familles idéales, les familles qu'on nous montrait à la télévision, dans des appartements qui étaient des appartements éclairés, avec 2 enfants bien sages qui suivaient les cours pas sur les écrans. Heureusement, ces familles-là existent, on ne les a pas inventées pour nous faire de la propagande, mais au-delà de ça,
Combien de familles ont souffert dans des appartements claquemurés? Combien de violences domestiques on a vu, à force d'exaspération, grimper? La violence sexuelle à l'égard des enfants a augmenté. Les sans-abri ne savaient pas se confiner quelque part. Les migrants qui étaient rejetés de partout. Et heureusement, des actes de solidarité se sont élevés. Mais nous ne pouvons pas oublier cette vulnérabilité qui est en train de nous gagner. Et on se demande si demain, un tel ou un tel ne va pas sombrer également dans ce trou invisible de ceux qui ne récupéreront pas facilement de cette période. Donc, il y a des enjeux. Il y a des enjeux éthiques. Il y a eu un recul des droits de l'homme, une mise en sommeil des droits de l'homme, mais pendant plus d'un an. Les droits fondamentaux, le droit à la culture, le droit à l'éducation, dans une certaine mesure, tout ça, est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Est-ce que c'était les bonnes solutions? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Eh bien, ce soir, c'est de ça qu'on va parler. Alors, on ne va pas parler, pas moi, pas Eddy, mais on a un panel qui est extraordinaire. Alors, vous voyez déjà une représentante ici qui est Françoise Tulkens, que Eddy présentera, sinon il va m'arracher les yeux. Mais il y en a bien d'autres ce soir qui vont nous rejoindre et dont l'engagement de toute leur vie a été de réfléchir justement à ces problématiques et ils vont nous éclairer. Merci encore à tous et à toutes ceux qui collaborent ce soir d'avoir accepté de nous rejoindre et je me réjouis de vous écouter. Merci Véronique, bien sûr. On vous retrouvera toutes et tous encore pendant tout le déroulé de cette émission, mais dans les prochains rendez-vous aussi, puisque on les déclinera. Celui-ci se décline, je le précise aussi, dans le cadre d'un sommet européen à Porto consacré à la santé. On aura un prochain rendez-vous aux alentours du G20, un rendez-vous début juin, avec les premières lignes qui ont été confrontées véritablement à l'ensemble des défis que Véronique de Keyser vient de rappeler. Alors, une des questions qui nous préoccupe aussi depuis le début de ces rencontres, c'est quelle est la part de libre arbitre, quelle est la part finalement de choix éclairés que l'on peut espérer du citoyen ou avoir offert au citoyen ou permis aux citoyens. Et pour ces questions-là, nous avons joint également Albert Moukébert. Albert Moukébert, vous le savez, est docteur en neurosciences et psychologue. Pour celles et ceux d'entre vous qui vous êtes déjà rendus à Liège, à la Cité Miroir, vous y aurez découvert une exposition Illusion qu'Albert Moukébert a aidé à constituer. Albert Moukébert est avec nous depuis la France et on l'en remercie. Albert Moukébert, ce sont des questions centrales que vous allez nous développer autour de cette appropriation d'un libre arbitre en temps de pandémie. Est-ce qu'il en reste? Merci beaucoup Eddy, merci pour l'organisation de cet événement. Donc les enjeux éthiques et la prise en charge un peu de la pandémie, j'ai quelques points que je voudrais soulever et je suis sûr que vous en discuterez durant les tables rondes qui vont suivre. Merci encore pour l'organisation de cet événement. Je vais essayer de partir d'un point de vue plus global et aller d'un point de vue individuel sur comment est-ce que cette pandémie a été un peu gérée et l'éthique, les enjeux éthiques qui se cachaient derrière. Le premier enjeu dont on parle peut-être pas assez, c'est en amont de la pandémie. Les personnes qui travaillent sur les maladies infectieuses et surtout les personnes qui travaillent sur le réchauffement climatique nous alertent sur ce genre d'événements depuis un moment. Et on ne peut pas parler de cette pandémie sans parler des enjeux écologiques. La destruction des habitats naturels ont un effet quasiment mécanique d'augmentation du risque de pandémie. Et des fois, on commence à parler après avoir créé un problème. Quand on parle de réchauffement climatique, et j'en parle parce que j'ai aidé à créer un laboratoire qui s'intéresse aux apports des sciences cognitives face à l'urgence climatique, on pense uniquement au réchauffement climatique, les températures, mais on oublie de parler de la destruction des habitats naturels et du fait que les humains s'approchent de plus en plus d'environnements, d'écosystèmes qui peuvent être des sortes de réservoirs à des virus qui peuvent se transmettre à l'homme et causer des pandémies. Et là, on voit combien cette problématique est planétaire, combien la notion de pays, de frontières devient illusoire face à ces enjeux-là. Donc on a en amont
une problématique qui est la problématique écologique. Tout à l'heure, dans l'introduction, on parlait de la santé, pas seulement des humains, mais aussi des animaux. Il faut dire qu'on a presque perdu 40% de la biosphère sur les 50 dernières années, et ça, ce n'est pas sans conséquences. Donc, ce serait pas mal qu'on apprenne aussi pour la prévention et qu'on réalise que les enjeux écologiques ne sont pas juste la montée des eaux ou le réchauffement des températures, mais aussi des maladies, des pandémies, et plein d'autres enjeux socio-économiques qu'il va falloir qu'on prenne en compte. Donc ça, c'est un peu en amont. En aval, on a plusieurs problématiques qui ont émergé. Je vais essayer de parler des choses que je connais, qui sont liées aux sciences cognitives. Le premier, c'est un peu une corollaire du premier point, qui est le mythe de la gestion nationale d'une pandémie. Il y a très peu de pays. Il y a une étude qui est sortie avant-hier sur la gestion des pandémies. Il y a 6 pays qui ont réussi à avoir une sorte de maîtrise des pandémies, et souvent c'était pour des raisons très matérielles, très physiques. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, qui est une île qui est isolée, qui a donc un contrôle mécanique de ses frontières, et quelques pays du sud-est de l'Asie parce qu'ils ont une expérience avec ce genre d'événements. Pour le reste, on a vu combien vouloir faire des politiques nationales peut s'avérer puéril, ne serait-ce que, comme on voit par exemple la dévastation en Inde ou au Brésil, qui fait que des variants peuvent émerger. Le fait qu'un virus circule, c'est une cause quasiment mécanique d'une émergence de variants, et du coup, on peut se dire, bah, on s'en fout s'il y a Bolsonaro au pouvoir au Brésil, sauf que on peut plus vraiment s'en foutre. Et donc, ça soulève des questions qui ont toujours été d'ordre éthique. Est-ce qu'on peut laisser faire n'importe quoi et se dire ça nous regarde pas, nous on est juste responsable de ce qui se passe dans notre petit coin dans notre petit lopin de terre sur la planète. Mais maintenant on voit combien cela peut être important. Donc ça, c'est à une échelle un peu nationale. Pour descendre un peu plus à un niveau plus local et parler un peu d'un point de vue cognitif, la première chose dont il faut parler, moi par exemple, donc, à la Cité Miroir de Liège, j'ai aidé à parrainer une exposition sur les illusions cognitives, sous ce qu'on appelle les biais cognitifs, ces distorsions de notre cognition, de comment on traite l'information. Et il faut savoir que ces biais cognitifs, pendant longtemps, ont été utilisés comme une sorte de bouc émissaire, comme si la responsabilité de la gestion de la pandémie dépend de l'individu. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. J'ai signé une tribune dans Libération avec un collègue sur pourquoi c'est très important de ne pas surresponsabiliser l'individu et invisibiliser la responsabilité gouvernementale, la responsabilité du système. On a vu émerger une sorte de paternalisme où on donnait des bons points, des mauvais points sur les gens en disant que les personnes sont irrationnelles, font n'importe quoi, vont dans les parcs, sont en train d'organiser des dîners, alors que il faut tout le temps penser ces problématiques dans un contexte informationnel qui existe. Ainsi, lorsque le gouvernement, par exemple, qui est supposé être la source crédible la mieux informée et responsable de la bonne gestion de la crise, envoie des signaux incohérents, comme par exemple au début, en tout cas en France, le maintien des élections municipales en même temps exhorter à rester chez soi un dimanche printanier, l'information globale dont on dispose est ambiguë. On appelle ça des injonctions paradoxales, de dire tout et son contraire. Et dans un tel niveau d'incertitude, on a une marge d'interprétation très importante qui fait que ça peut induire une variété de réactions différentes de la décision de ne pas aller voter ou à celle de ne pas se confiner. Et derrière ça, on va blâmer, on va mettre l'onus de la responsabilité sur une soi-disant irrationalité de l'individu. Mais dans un contexte sanitaire, comme on a dit, où des privations de la liberté individuelle inédites ont été mises en place, et dans un contexte politique où beaucoup de corps sociaux se sont insurgés, on pourrait même s'étonner par la rapidité avec laquelle la majorité des gens s'est pliée aux consignes. Quand on regarde maintenant après coup, on a maintenant presque 1 an et quelques de recul sur ces événements, la majorité des personnes ont accepté ces mesures liberticides assez facilement. Et c'est presque dommage qu'on parle tout le temps de ces biais cognitifs, de cette irrationalité des gens. Parce que d'un côté, tout le monde a accepté de mettre de côté son pouvoir de contestation, par exemple, pendant une période pour assurer la protection des plus vulnérables, pour comprendre les soignants, pour lesquels, pendant une période, à 20 heures, on applaudissait sur les fenêtres, etc. C'est une attitude qui est plutôt rationnelle, plutôt louable et qui montre une sorte
de sacrifice de soi. Mais en se focalisant sur les biais cognitifs, on minimise ce rôle déterminant que joue l'environnement dans lequel on évolue. On risque de surresponsabiliser ces individus et surtout, et pour moi ça c'est un des points les plus importants, d'individualiser la gestion de la crise. On est devenu, genre tout a été focalisé sur les masques, le gel, les gestes barrières, comme si l'individu est responsable de cette gestion, alors qu'il serait nécessaire d'observer, de comprendre la situation, plutôt que de juger de la rationalité de telle personne ou de telle personne. Parce que partir d'une fausse conception ou d'une conception orientée de l'humain comme de ce précepte que l'humain est rationnel, bourré de biais cognitifs, est susceptible d'aboutir à des prises de décision inappropriées et injustes. Et je peux prendre l'exemple pour illustrer de cette vision un peu faussée ou en tout cas orientée d'une certaine prisme politique qui est un peu ce paternalisme, cette surresponsabilisation de l'individu sur la vaccination. Pendant longtemps, on a mis en avant les fameux anti-vax. Sauf que quand on regarde dans les faits, on est en train de mettre à même plan l'expression d'une opinion et le comportement associé. Alors qu'en psychologie, on a quelque chose qui s'appelle le intention-action gap, le trou intention-action. Le trou qui existe entre quand je déclare une intention et le fait de concrétiser un comportement. Et la intention-action gap autour de la vaccination est quelque chose qui a été très étudié. Par exemple, en France, on a un taux d'intention des plus élevés de défiance au vaccin. Le taux, par exemple, pour le vaccin de la BTP, la diphtérie, la tétanos et la poliomyélite, donc des vaccins qui existent depuis un moment, ont atteint pendant une certaine période des 33%, un des taux les plus élevés au monde de défiance à la vaccination. Mais quand on regarde au niveau du comportement, donc quand on ferme le trou intention-action, on retrouve un taux de 96% de vaccinés. On retrouve un taux qui est quasiment similaire au reste de l'Europe. Et du coup, quand on fait des enquêtes, quand on va faire des politiques publiques en se basant juste sur des sondages d'opinion, on est en train d'écraser la complexité des humains. On est en train de mettre dans une même case des personnes qui refusent réellement de se faire vacciner et qu'il faut aller convaincre et comprendre pourquoi ils le font, et celles qui, par exemple, sont méfiantes, comme ça peut être le cas face à de nouvelles maladies, à de nouveaux soins ou de nouveaux vaccins avec des technologies inédites, comme pour Covid-19, et qui vont probablement changer d'avis et qui ne vont pas manifester cette intention de refuser, d'un comportement de refus, qui vont aller le faire. Mais cette corollaire de dire c'est la faute à l'anti-vaccination, ça a une double fonction de cacher le fait qu'il n'y avait pas de vaccin, qu'on ne pouvait pas prendre de rendez-vous pour aller se faire vacciner. Et du coup, on va juger encore une fois l'individu pour invisibiliser les enjeux éthiques du système. On le voit par exemple aujourd'hui aussi avec toute la discussion qui est en train d'être faite sur les brevets. Il y a même pas 3 semaines, le gouvernement français et le président Macron étaient en train de déclarer qu'il était contre la levée des brevets pour les vaccins. Avant-hier, Joe Biden déclare qu'il est pour, et aujourd'hui, dans une interview, Emmanuel Macron se dit tout à fait favorable pour la levée des brevets sur les vaccins liés à Covid. Et donc là aussi, on voit comment certains enjeux éthiques au niveau de la prise en charge de la santé ont été déplacés d'une gestion collective, éthique, politique, sur une surresponsabilisation de l'individu. S'il n'y a pas de vaccin, c'est la faute aux anti-vax. Si l'épidémie est relancée, c'est la faute aux gens qui portent pas de masque ou qui vont dans un parc un samedi après-midi, on voit des vidéos, on dit oh mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est de leur faute, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose auquel il va falloir faire très très attention. Et enfin, le dernier point dont je veux parler, c'est toutes les personnes qui ne sont pas touchées par le Covid, mais les patients qui sont touchés par autre chose. Le délitement du système de santé, le fait qu'il y ait des personnes qui soient touchées par des maladies comme le cancer. Il y a Axel Kahn, qui est le président de la Ligue du cancer, qui a fait un travail monumental pour montrer combien de personnes n'ont pas pu prendre de rendez-vous pour pouvoir suivre l'évolution de leur maladie, pouvoir recevoir les soins. Moi-même, en tant que psychologue, on voit la détresse de plusieurs personnes qui ont des maladies chroniques, qui n'arrivent plus à aller consulter parce que la majorité des services ont été transformés pour des services Covid, en sachant que s'il y a un service qui est Covid, on ne peut pas prendre le risque de faire introduire d'autres patients qui ont d'autres maladies et du coup qui peuvent aggraver leur cas. Et là, on retrouve encore une fois cette exigence éthique de protéger le système de santé. Il y a 1 an, comme j'ai dit tout à l'heure, on était encore en train d'applaudir à 20h nos soignants. Le système de santé est encore sous pression énorme.
et on dit qu'on veut vivre avec le virus, qu'on continue à faire ça. Et on pense uniquement, dans les statistiques, on est tous tout le temps collés au nombre de morts, nombre de nouveaux cas Covid. Mais il faut pas oublier, et c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, il faut pas oublier les patients qui ont d'autres maladies et qui ne peuvent pas avoir leurs soins. Si je parle d'un exemple vraiment personnel, je suis devenu père très récemment. Personne ne pouvait venir nous visiter. J'ai pu, moi, assister au moins à l'accouchement et à la naissance de ma fille. On était tous en masque. Et ça aussi, c'est des choses qui ont un poids, de ne pas pouvoir visiter des personnes qui ont soit un heureux événement comme mon cas, ou malheureusement des maladies un peu plus graves, ne pas pouvoir avoir d'accompagnant avec les patients. Et j'espère qu'on va pouvoir, encore une fois, remettre les responsabilités là où elles se trouvent, qui sont des responsabilités collectives, et sortir un peu de cette surfocalisation sur les biais cognitifs. C'est un peu bizarre, je suis supposé être l'expert sur les biais cognitifs, je suis en train de les critiquer, mais parce qu'à un moment, il faut vraiment ne plus avoir cette vision orientée de l'espèce humaine comme des individus irrationnels qui ne se plient à rien, et par cela, se laver les mains un peu des responsabilités collectives et des exigences éthiques qui sont nécessaires d'un point de vue politique et gouvernemental. Merci beaucoup pour cette introduction empreinte à la fois de beaucoup de points de réflexion et puis beaucoup d'honnêteté aussi. Merci Albert Moukébert. On vous retrouvera évidemment avec plaisir dans les semaines et mois qui viennent. Il y a évidemment déjà matière à réflexion. Avec nous en plateau, avant qu'elle ne soit rejointe par une discutante, Françoise Tulkens. Bonjour et bonsoir Françoise. Françoise, en tant qu'ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, on doit dire droits humains maintenant, cette question précisément était centrale. Est-ce que ces droits humains ont souffert fondamentalement ici de la crise et notamment de l'impossibilité de cibler correctement celles et ceux qui avaient les responsabilités et de se voir un peu défaussés, comme Albert Moukébert vient de nous le décrire? Écoute, je te remercie de me poser cette question et j'ai vraiment été très très contente d'entendre Albert Moukébert qui, je trouve, a dit des choses passionnantes. Donc, si tu permets de reprendre d'abord ce qu'il a dit au départ est tellement vrai. On a tous dit, voilà, c'est un accident, c'est comme un tsunami, mais pas du tout. Et ça, je trouve que c'est capital ce qu'il a dit au début. Cette pandémie que nous vivons maintenant, tout ça existait, il était déjà là, pouvait arriver. Mais simplement, on ne le voyait pas parce qu'on avait une vision tout à fait individualiste des choses. Or, évidemment que c'est lié à un ensemble. D'ailleurs, maintenant, je vois beaucoup de chercheurs, ils ne parlent plus de pandémie, mais de syndémie. C'est-à-dire que c'est un ensemble. C'est lié à, je dirais, un peu toute une vie économique, sociale. Ce sont des choix que nous faisons et depuis combien d'années et qui, effectivement, nous amènent à ça. Donc, je trouve que c'est capital ce qu'il a dit au début. C'est vraiment capital parce qu'on doit se défaire de cette idée que tout ça, ça arrive comme ça par hasard et on n'était pas prêt. Pardonne-moi le mauvais jeu de mots, mais on a préparé l'impréparation. Ça, c'est évident, quoi. C'est évident. Et donc, c'est quand on a une vision globale de ce qui s'est passé, pour moi, c'est vraiment... Et puis, ce qu'il a dit en second, là, je suis profondément d'accord. On a rabattu tout ça sur les individus, sur les personnes. Et c'est pour ça, je vais dire une chose qui est politiquement incorrecte, je le sais, c'est pour ça que ce concept de résilience, je ne l'aime pas. Parce que je trouve ce concept de résilience rabat tout sur les individus. C'est une manière de dire, nous sommes responsables et dès lors, tout ça, c'est à nous à le faire. Et comme il a dit très très bien, si on sort sans son masque, parce qu'on est responsable de tout. Or, précisément, c'est un problème collectif, c'est un problème politique, c'est un problème social, et on ne peut pas rabattre sur les individus. Et alors, c'est pour ça que vraiment ce qu'il a dit, moi, m'a passionné, je ne le cache pas, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on puisse suivre la discussion avec lui. Parce qu'alors, c'est sûr qu'on a vu dans notre pays, puis dans les autres, tout d'un coup, et on l'a tous accepté au début. Évidemment, la santé passe avant tout, la vie, évidemment, avant tout, personne ne songe à mais dès lors, on a imposé à des personnes, à des êtres humains, une série de limitations, une série d'atteintes à des droits fondamentaux. D'abord, l'idée que tout le monde accepte ça si aisément, moi, ça me pose vraiment problème. Je ne dis pas que nous sommes tous... être un peu plus rebelles. Mais évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne dis pas qu'on a tous été des moutons, mais on a tous été pris dans cette évidence, cette pseudo-évidence.
Et une fois qu'on vous met comme ça en tête qu'il y a des évidences, que évidemment la santé passe avant tout, évidemment la vie passe avant tout. Et quand je dis ça, je reconnais que je suis un peu provocatrice, mais quelle vie? Est-ce que c'est la vie nue, comme disait Hannah Arendt, ou bien c'est une vie sensée? Et lorsqu'on voit ces atteintes aux droits fondamentaux, dans je veux dire, je peux te faire l'énumération de tous ces droits qui sont évidemment atteints, mais des droits, qu'est-ce que c'est? Derrière les droits, il y a des atteintes à des situations. Il y a effectivement des enfants qui décrochent de l'école, il y a des personnes âgées qui dépriment, il y a la psychiatrie qui se développe, il y a les violences. Ça, c'est la question des violations des droits humains. Parce que sinon, on dit tout ça sont des articles de loi, ça nous est égal, mais pas du tout. Quand il y a eu cette atteinte aux droits fondamentaux que nous avons tous accepté un peu comme des moutons. Alors maintenant, on commence à dire non, ça n'est pas possible. Mais depuis le début, malheureusement, c'était là. Depuis le début, on l'a dit. Depuis le début, ces choses ont été dites. Et alors, effectivement, on a pris un peu les personnes comme étant de manière paternaliste, comme il vient de dire. Et ça, c'est contraire même à la position des droits humains. Les gens ont des libertés, la solidarité, je dirais ça sont des valeurs. La santé, c'est pas une valeur, c'est un bien. Bien sûr que la santé est importante. Mais à côté de la santé, il y a ces valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité. Et donc, c'est ça qu'on doit travailler ensemble et pas les opposer. Pardonne-moi, je suis trop longue. Non. Parce que je vois que j'ai envie d'y aller. On a vu, évidemment, on va revenir, d'ailleurs, tout à l'heure également avec Jacqueline Hermans, qui nous a rejoint ici et que je salue déjà pour faire cette discussion. Mais il y a encore, évidemment, on ne peut pas faire le catalogue, mais il y a une série de choses qu'on peut peut-être relever au regard de ce que, éventuellement, la Cour, si un jour elle est saisie, pourrait discuter. Alors on a ciblé effectivement des groupes. On a dit des jeunes, vous êtes les responsables de la progression de la pandémie et progressivement, même certains disaient, de la mise en danger, des mots plus durs ont d'ailleurs été utilisés, la mise en danger de vos aînés. Première chose. Puis on a vu aussi une certaine violence parce que les groupes de pouvoir ou les cercles de pouvoir, et on songe évidemment par exemple aux policiers dans certains cas, ont été investis d'une mission quasiment totale de pénétrer les domiciles. On avait pourtant vu des oppositions lors des visites domiciliaires prévues pour les problématiques de réfugiés, et puis là, subitement, on a trouvé normal que chacun puisse voir son domicile éventuellement violé, sa propriété privée violée. Et pourtant, pour l'instant, que je sache, il n'y a pas encore 1000 recours devant la Cour européenne des droits de l'homme à cet égard. Non, il n'y en a pas encore, mais il y en aura. Saisine. Il y en aura parce qu'évidemment, il faut d'abord épuiser les voies de recours internes, comme on dit, c'est-à-dire il faut d'abord soumettre ça aux tribunaux nationaux. Alors évidemment, ils ne sont pas encore là aujourd'hui à la Cour, mais ils viendront, j'en suis certaine. J'en suis certaine. Et alors la Cour, c'est évident, parce que tout à l'heure, Albert faisait un lien avec les problèmes climatiques. Et il a entièrement raison. Les affaires climatiques, maintenant, sont à la Cour. Elles sont là, il y a une requête qui est introduite par des avocats anglais au nom de toute une série de personnes portugaises, parmi lesquelles des enfants, et qui font valoir que de ne pas avoir adopté les mesures législatives nécessaires, eh bien, c'est un risque pour leur santé dans le futur, c'est un risque pour leur vie dans le futur. Donc c'est vraiment mutatis mutandis, comme disent les juristes, c'est un peu du jargon, mais voilà, on aime ça, du latin de cuisine, disons-le. C'est évident que ces questions vont arriver. Et alors la Cour, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appliquer, j'ai envie de dire, ce qu'elle applique toujours lorsqu'il y a des violations, que l'on prétend qu'il y a des violations des droits fondamentaux. D'abord, excuse-moi, je répète ce que tout le monde a dit maintenant depuis des semaines, mais on l'a dit bien avant, et c'est pour ça que je suis contente qu'on le dise maintenant, mais il faut d'abord que s'il y a des limitations aux droits fondamentaux, que ce soit le Parlement qui décide, donc une loi. C'est pas parce qu'il y a un fétichisme de la loi, ça m'est tout à fait égal, c'est parce qu'il faut un débat démocratique pour ce genre de choses. Et donc il est temps de le dire. Alors un but légitime, parce que c'est la seconde exigence, le but légitime c'est la santé. Bien sûr, mais jusqu'où et comment? Et pardonne-moi même d'aller encore un peu plus loin, même on va dire derrière la santé, c'est la vie, parce que toujours ce lien entre santé et vie. Oui, mais comment et pourquoi? Tu vois, je trouve qu'il ne suffit pas simplement d'affirmer ça comme étant, ça n'a pas de sens. Et puis, est-ce que la mesure est proportionnée? Alors tout ça, ça va faire l'objet d'une analyse qui doit être la plus fine possible, mais moi, ce qui vraiment m'a arrêté depuis le début, non, au dos de la santé, on peut tout accepter. On peut tout accepter, ça n'a pas de sens. Les perquisitions, l'atteinte au domicile, la vie privée, la vie familiale, l'instruction, le droit d'association, enfin tout,
tout. Tu sais, si je prends tous les droits de la Convention européenne des droits de l'homme et de tous les textes internationaux, ils sont tous en cause, absolument tous. Absolument tous. Donc, comment peut-on accepter dans une société démocratique que nous espérons qu'il va continuer, que voilà, avec une peur que l'on met sur le dos des personnes et une responsabilité qu'on leur impute. Et ça, je trouve qu'il a vraiment raison de le dire. C'est comme si nous étions, nous, chacun, responsables individuellement de ça, alors que c'est une syndémie. Ce terme est barbare, je n'aime pas, mais ça montre bien que c'est un ensemble de choses. Et les droits fondamentaux, là-dedans, eh bien, ils sont un élément crucial. Si on les abandonne, bon, je vais dire des grands mots, pas sur moi, mais c'est un recul de civilisation. On va poursuivre en accueillant Jacqueline Hermans. Bonjour Jacqueline. À la fois évidemment administratrice et trésorière du Centre d'Action Laïque, mais surtout aussi juriste et membre du Comité national de bioéthique ici en Belgique. C'est vrai que ces questions-là, fondamentalement, on pourrait se réfugier peut-être en disant, précisément, puisqu'il y a une instance dans notre pays qui peut être consultée, puisque c'est un conseil consultatif, qui peut être consulté, ça suffit à garantir, on va dire, l'ensemble des droits humains. Vous avez été consulté, mais pas forcément suivi. Et il faut se souvenir aussi qu'on avait déjà rendu un avis concernant la pandémie. Et donc cet avis, en quelque sorte, quand on le relit aujourd'hui, on retrouve tous les éléments qu'il aurait fallu mettre en place. Ce qui veut dire que, encore une fois, la préparation a été préparée. Oui. Je reprends cette formule, hein. Oui. C'est certain. Mais je dirais aussi que la difficulté pour le comité consultatif de bioéthique est de réagir à chaud. Parce qu'en quelque sorte, on nous demande aujourd'hui de développer des avis concernant éventuellement les maisons de repos, l'accès des résidents par rapport aux soins. On nous demande également de formuler des avis concernant la vaccination. Cela demande normalement du temps. Et du temps, on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Donc, ce qui veut dire que, en fait, on a parfois l'impression de répéter des arguments éthiques qui devraient être connus. Et tout à l'heure, il était question de la Convention européenne des droits de l'homme, mais je dirais qu'un premier instrument qui a été quelque peu bafoué, c'est notre Constitution, tout bêtement. Quand on relit certains articles de la Constitution, on se dit, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Concernant, par exemple, la violation du domicile privé, qui doit être justifiée par une loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a une série d'éléments qui ont été très interpellants. Mais je dirais aussi que si le comité a un rôle à tenir, c'est aussi pour songer à ce que des parties de la population ne soient pas laissées pour compte. Or, il y en a. Or, il y en a. Prenons par exemple la vaccination, et je parlerai de droit à la vaccination, plutôt que de liberté de se faire vacciner. C'est un droit finalement de se faire vacciner. C'est un droit de se protéger, un droit aussi de se protéger et de protéger les autres. Oui, les États ont l'obligation de garantir d'ailleurs la sécurité et la santé. Mais entre-temps, il faut revenir là-dessus, oui. Entre-temps, quelles sont les personnes par exemple qui sont laissées pour compte? Pour l'instant, on va peut-être faire un effort pour les prisonniers. Mais longtemps, ils ont été oubliés. On va faire un effort pour les SDF. Longtemps, ils ont été oubliés. Mais par exemple, les populations qui ne regardent pas, ils ont tort évidemment de ne pas regarder la RTBF ou les émissions du Centre d'Action Laïque. Mais comment peuvent-ils être informés? On doit aller vers eux. On ne doit pas attendre qu'ils viennent plutôt vers les centres de vaccination. Il faut informer, il faut donner toutes ces informations. Et là, je crois que c'est un travail qui n'a pas encore été fait, qui devrait être fait, par exemple, dans plusieurs langues, pas seulement en français, pas seulement en néerlandais, pas seulement en anglais. Nous vivons dans une société plurielle et il faut en tenir compte. Donc voilà, c'est déjà un premier aspect. Et je voudrais rebondir en ce qui concerne la santé. La santé, c'est un vaste concept. Oui. Ce n'est pas simplement guérir. Ce n'est pas seulement, je dirais, la question de s'attaquer à une maladie. C'est aussi la santé psychique.
c'est aussi un ensemble d'éléments bien plus vaste que simplement la question d'avoir un médecin à son chevet, une infirmière, etc. Donc là aussi, il faut se reposer la question de la santé et puis peut-être ne pas oublier qu'on est mortel. C'est vrai. Ah, ça c'est une question fondamentale sur laquelle on risque d'ailleurs de revenir. C'est vrai que François Sulkens, en rebondissant dans cette partie, dans cette discussion finalement de réaction, je proférais l'idée, les États ont la responsabilité de garantir à leurs citoyens la sécurité des personnes, donc aussi certainement l'accès à la santé, et à la responsabilité de cela, mais aussi tous les autres droits, l'éducation, l'épanouissement de la personne. Est-ce que l'État ou les États, pris par surprise ou ayant organisé leur surprise, impuissants en tout cas, se sont servis par exemple d'instances de consultation ou même du paravent des droits humains pour dire rien n'est rompu? Est-ce qu'on s'en est servi comme alibi? Des droits humains, tu veux dire? Écoute, je trouve qu'ils n'en ont pas servi du tout. On n'a pas évoqué. Ces questions ne sont pas arrivées, ne sont pas entrées dans le débat. Parce que notamment on a mis les parlements en congé. Mais voilà, exactement. Et alors tout ça s'est fait de manière un peu managériale. Excuse-moi d'employer ce vilain mot, mais ça se fait de manière managériale dans des cercles, etc. Donc je n'ai jamais vu ces questions prises à bras-le-corps en disant, bon, les droits humains par rapport à la santé, comment va-t-on articuler l'un avec l'autre sans les opposer? Ça, je reviens sur ce thème-là. Mais alors quand tu dis la santé, tu as tout à fait raison, Jacqueline. La santé, c'est un concept général. C'est un bien qui couvre la santé physique, la santé psychique, bien entendu, la santé mentale. C'est vraiment et c'est vrai que bon, le droit à la santé n'est pas en tant que tel garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, mais dans tous les autres instruments, la Déclaration universelle en 1948. Ils en parlent déjà, mais tu te rends compte, en 1948, au lendemain de la guerre, avec la Shoah dans les yeux, on affirme le droit à la santé, tous les pactes onusiens, la Charte des droits fondamentaux de l'Union, la Charte sociale européenne, enfin tous. Et le droit à la santé, si tu le pousses au bout, c'est un droit à la santé. C'est un droit à la santé, et la santé, c'est au fond le bien-être. C'est au fond le bien-être, la santé, dans toutes ses formes. Et on peut chacun avoir une vision différente de la santé. Moi, pour la santé, je voudrais ceci, toi, tu voudrais autre chose. Et il faut accepter. Il faut accepter ce cas. Donc c'est ça pour moi. Là. Alors j'aime bien quand ici le thème du débat, c'est l'accès. D'abord, il faut avoir un accès à la santé, et puis après ça, qu'il soit égal. Donc c'est ça, deux choses différentes. Et l'une va avec l'autre. Ça, c'est vraiment important. Jacqueline, je suis d'accord avec toi. Tous ces droits fondamentaux dont on parle, ils sont dans notre Constitution. Et tu vois, tout ça, je ne comprends pas comment ça n'a pas été évoqué. Oui, depuis qu'il y a eu cet arrêt, enfin ce jugement, pardon, en référé du tribunal de première instance à Bruxelles, qui tout d'un coup a mis le haut là. Alors tout d'un coup, il y a eu cette loi pandémie, et quand tu as vu tous les débats au Parlement, alors tout le monde a évoqué ces questions. Enfin, c'est entré dans la discussion politique. Mais trop tard et trop peu. Trop tard et trop peu, parce que c'est pas beaucoup hein, quand même. Ouais. Dans la mesure où on va aussi devoir préparer ce qu'on espère être l'après-Covid, même si on reste prudent sur le calendrier de la gestion de cette pandémie, parce qu'on l'a déjà dit, les variants peuvent beaucoup venir bouleverser de nos espoirs. Mais quoi qu'il en soit, on a aussi beaucoup dit il faut préparer la société de l'après-Covid. La société de l'après ne sera pas forcément la société de l'avant. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vous avez le sentiment, l'une comme l'autre, que dans les réflexions, si on n'a pas tenu compte, Jacqueline Hermans, comme on le rappelait, avant d'un premier avis qui était une espèce d'état d'alerte, peut-on être persuadé que l'après tiendra vraiment compte de la leçon? Allez, vas-y. Je pense qu'on aura la même idée. Mais avec cette question, j'ai un souvenir, je n'y étais pas, mais mes parents ont connu la guerre. Et mes parents ont fait partie de cette génération qui, après cette Seconde Guerre mondiale, se sont dit « il faut préparer une autre société ». Quelles leçons on avait reçues à ce moment-là? Bien sûr, on a eu la sécurité sociale. Mais je me dis que si mon père revenait sur Terre maintenant, oui, c'est vrai, enfin, je n'y crois pas beaucoup, mais son regard serait certainement fort attristé, en se disant, tout ça pour ça, est-ce qu'on a progressé?
Et c'est la question, je reste optimiste, mais c'est la question que je me pose, est-ce qu'on aura retenu la leçon, tant en ce qui concerne la planète en général, qu'en ce qui concerne notre petite Belgique? Françoise? Bien, moi, je vais peut-être être. Je comprends bien ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais tout à l'heure, dans son introduction, la présidente Véronique de Keyser, qui est là, je suis vraiment contente de la voir ici, c'est une grande amie. Tu as bien dit, Véronique, qu'au fond, dans tout ce qui s'est passé, il y a quand même eu des choses extrêmement positives. Ça, c'est vrai. Et je trouve qu'il ne doit pas l'oublier non plus. Regarde, en matière de logement, par exemple, je vois des juges de paix qui ont permis que des commerçants, que des membres de l'ORECA ne paient pas leur loyer. Il y a eu ces fameux... Donc, sur le domaine du droit du travail, je trouve que là-dessus, grâce à la pandémie, excuse-moi, il y a eu quand même alors toute une série de mesures qui ont été, je trouve, très bien faites en Belgique. Alors, est-ce qu'on va garder tout ça par après? Est-ce que ça va donner une idée de développer ces ouvertures plus tard? Je l'espère, je l'espère, je l'espère. Je n'en suis pas sûre. Parce qu'évidemment, dans une situation de crise, comme disait Jean Monnet, je crois qu'on ne change que... On ne change que si on est obligé que lorsqu'il y a une crise. Donc tu vois, c'est de dire, oui, dans la crise, alors évidemment, on est prêt à tout. Espérons que des choses comme ça, cette ouverture du droit du travail dans des solutions quand même infiniment plus justes, il y a eu des choses. Ça, c'est clair qu'il y a eu des choses. Je ne veux pas être totalement négative, mais c'est pas tout. C'est pas tout, mais croire que l'on va tirer les leçons pour le futur, ça, excuse-moi, c'est enfantin. Enfin, pardonne-moi de le dire, hein. C'est pas toi qui dis ça, mais je trouve que c'est enfantin. On croit qu'on va apprendre bien sa leçon pour le futur, mais non. S'il n'y a pas des changements structurels, l'égalité à partout. Ne fût-ce que l'égalité homme-femme, parce que maintenant je suis un peu branchée là-dessus, enfin depuis toujours, mais pour un point bien précis. S'il n'y a pas des modifications structurelles, qu'il nous faut penser autrement cette société, ça ne changera pas. Oui, d'ailleurs, je t'ai lu à plusieurs reprises et entendu sur nos antennes nationales dire, je cite, hein, dans toutes les situations de crise, les droits des femmes prennent un fameux coup, oui. Et les droits internationaux de la femme n'ont pas été épargnés. Hein. Ah ben ça c'est clair, ça c'est évident. On parlait de violence domestique, on parlait violence domestique, violence conjugale, violence sexuelle, c'est évident. Et puis la femme qui a été dans toutes les situations de confinement, ça a été documenté de tous côtés, qui évidemment font 2 métiers, 3 métiers. C'est sûr que la situation de la femme va pâtir. Est-ce que ça... Et là, c'est une régression. Est-ce que ça va reprendre par après? Je ne suis pas sûre. S'il n'y a pas un vrai changement structurel. Et ça, tu sais, ça, on ne change pas la société par décret, disait le sociologue. Donc, il faut vraiment arriver à ce qu'il y ait quelque chose qu'il y ait une volonté. Et ça viendra de la base, ça ne viendra pas du sommet. C'est les gens qui vont imposer des changements, ce n'est pas nos ministres. Je reviens, Jacqueline Hermans, vers ce moment où, dans les travaux, progressivement, le Conseil consultatif indique, par exemple, on évoquait à propos des prisons, hein, des prisonniers, il va falloir que, à la fois bien sûr le personnel pénitentiaire, mais les détenus soient considérés comme une population prioritaire. Alors on imagine, on a entendu, dans la population en général, quoi, ils vont passer avant moi, qu'est-ce que c'est, de quoi parle-t-on? De même que lorsqu'on évoque les invisibles, comme les SDF, comme les sans-abri, comme les candidats réfugiés, les sans-papiers. Non seulement ça a été dit et pas compris par la population, mais pas forcément compris par l'autorité publique non plus. Le personnel a fini par avoir gain de cause. Les détenus, ils sont dans des situations compliquées. Et je dirais pas seulement par rapport à la vaccination, c'est important, mais il y a aussi le fait qu'il y a les moments, par exemple, d'intimité qu'ils pouvaient avoir lors de visites, etc., tout cela aussi a été abandonné. Alors, la situation peut être considérée comme difficile par rapport à un foyer, mais qu'est-ce que c'est pour des personnes qui sont, je dirais, toute l'année confinées, et donc qui sont encore, je dirais, de manière supplémentaire, privées de cette possibilité d'avoir des relations avec les leurs, avec les enfants, avec les partenaires, etc. Donc, c'est aussi une dimension parce qu'aujourd'hui, on doit aussi songer à l'après, mais aussi aux mesures transitoires. Et il serait important que dans ces mesures transitoires, justement, l'on permette à des personnes de regagner une certaine liberté. Toute la liberté, et puis en plus de ça, la liberté, c'est un mot qui peut être creux si on n'y associe pas
certaines choses. Mais donc, il est important aujourd'hui de faire en sorte, malgré tout, de tenter de construire une société meilleure, un nouveau contrat social, mais surtout de ne pas conserver ces mesures transitoires, de ne pas en faire du définitif au point de vue du recul, au point de vue de nos libertés. Est-ce que, Françoise, on ne s'est pas retrouvé subitement dans simplement une accélération d'un processus qu'on avait déjà constaté depuis quelques années? Le régime d'insécurité lié aux attentats ou aux vagues d'attentats, l'insécurité sociale, économique et financière après la crise économique de 2008 et la crise financière internationale. On a beaucoup à ce moment-là proposé aux gens de troquer de la sécurité contre l'abandon d'un certain nombre de libertés publiques et individuelles, le droit à une vie privée, le droit à ne pas être traqué sur des réseaux, à ne pas avoir des données privées, personnelles, médicales partagées. Or, on voit combien tout ça a vite volé en éclats. Est-ce qu'on n'est pas là occupé à jouer sur la corde la plus sensible, à savoir que les gens se disent « ma sécurité n'a pas de prix, je veux bien sacrifier tout pour ma sécurité ». Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, tout à fait. Et ça, ce n'est pas de hier, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas de hier, c'est d'avant et avant-hier. Je dirais depuis une dizaine d'années, les questions de sécurité ont été omniprésentes. Alors évidemment, le terrorisme là-dedans est l'image et le paradigme de l'insécurité. Mais les questions de sécurité ont été omniprésentes et au nom de la sécurité, comme aujourd'hui on dit au nom de la santé, toutes les atteintes aux droits sont d'une manière justifiées et acceptées, c'est ça la question, sont acceptées parce que voilà, c'est comme si tout ça était évident, quoi. Et de nouveau, c'est ça contre lequel moi je suis vraiment préoccupée, c'est comme si la sécurité et les droits humains étaient des ennemis, mais non, ce sont des alliés. Tu n'auras la sécurité que si tu as en même temps le respect des droits humains. Parce que des mesures de sécurité imposées, évidemment, elles ne vont jamais, ça ne va produire aucun effet. Et on le voit d'ailleurs, on le voit, c'est une illusion. Et c'est ça qui est difficile. Et comment le faire comprendre? Il faut le faire comprendre. Il faut le faire comprendre. Et c'est ça que je suis un peu préoccupée. Je trouve que nos gouvernements, c'est quand même leur rôle. C'est eux qui s'occupent de l'intérêt général. C'est quand même leur rôle. Je trouve que nos gouvernements, ils ne doivent pas faire de la démagogie par rapport à la sécurité, aujourd'hui par rapport à la santé. C'est certain. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que de tout d'un coup, on se réveille avec une chose. Mais non, ces questions sont là déjà maintenant depuis une quinzaine d'années. Depuis une quinzaine d'années. Et alors, voilà, c'est par rapport à ça qu'il faut pouvoir réagir. Tu as parlé des détenus, Jacqueline, et je suis d'accord avec toi. La situation des détenus et des prisonniers maintenant, tous ceux qui rentrent dans la prison aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit, en sortent effondrés. Parce que c'est une bombe à retardement, ce qui se passe là. C'est une bombe pour notre sécurité, justement. C'est une bombe à retardement. La pauvreté en prison est extrême. La violence en prison, elle existe. Plus de visites, évidemment plus de travail, évidemment plus d'ateliers, évidemment plus de formation. Mais ça veut dire quoi? Comme on dit, des hommes y entrent, des fauves en sortent. Je ne veux pas exagérer, mais j'entends vraiment tous ceux qui rentrent en prison aujourd'hui disent « vous ne vous rendez pas compte combien c'est ». Alors évidemment, s'il y a certains qui sont séropositifs, isolement. Mais l'isolement, ça veut dire 23 heures sur 24. On devient tous fous, nous tous les trois. Hein. Je voudrais, parce qu'on n'épuisera pas le sujet aujourd'hui, on ne peut qu'éveiller, espérer éveiller des potentiels de réflexion et de réaction qu'on souhaite, hein, évidemment, obtenir aussi. Je voudrais qu'on revienne sur cette exigence éthique. Est-ce que nous avons aujourd'hui, au regard de ces expériences qu'on a évoquées, les outils suffisants pour garantir une approche éthique, pour forcer les gouvernements à avoir une approche éthique? On se questionnait déjà face à l'illibéralisme d'un certain nombre. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas tous un peu accepté d'abdiquer? Oui. Donc on doit tout doucement s'indigner et se révolter. Excuse-moi, je ne peux pas ici appeler à la révolution, hein, c'est pas ça. Mais par moments, je comprends un peu que certains disent, eh bien, est-ce que ce n'est pas le moment, dans certaines situations, je vais lâcher le mot, d'avoir un peu de désobéissance civile. On ne peut pas continuer tout simplement à accepter tout ça comme si ça allait de soi, comme si c'était... Non, à un moment donné, après avoir épuisé tous les recours qui existent, ça évidemment, mais à un moment donné, bien, il faut dire stop. Et donc,
alors, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté, c'est une question de courage. C'est pour ça que je serais très contente d'entendre Cynthia Fleury qui a des choses magnifiques sur le courage. Le courage, c'est 2 minutes. C'est vraiment ce qui sépare le vouloir de l'action. Lorsque tout à l'heure Albert parlait de ce gap entre l'action et l'intention, eh bien c'est la même chose. Le courage, c'est vraiment ça. C'est passer de cette volonté qu'on a envie de faire, eh bien à le faire, à l'agir. Et combien de fois dans notre vie on manque de courage, mais tellement souvent qu'on ne veut pas se lancer. Est-ce que nos gouvernants ont manqué de courage? Oui. Oui, je trouve que... Oui, je suis un peu dure. Mais je trouve que c'est leur rôle, c'est leur mission. On ne peut pas simplement nous dire qu'on va faire le couvre-feu à Bruxelles à minuit, en Wallonie à 22 heures, que dorénavant les trucs de tatouage vont être ouverts, mais pas les coiffeurs. C'est pas ça. Ce qu'on demande, c'est une vision. On leur demande de ne pas manager. Ils n'y connaissent rien d'ailleurs. Ils n'y connaissent rien. Donc je trouve que, oui, moi j'appelle à une responsabilité beaucoup plus forte de notre gouvernement. C'est leur rôle. Jacqueline Hermans, il y a un outil qui, en tout cas, est censé, de manière consultative mais permanente, veiller au respect des concepts d'éthique. C'est un concept qui se discute, évidemment, l'éthique. Toutes les parties prenantes approchent sans doute la question avec leur éthique, mais est-ce qu'il est suffisamment fort, cet outil, que pour s'imposer aux gouvernants en disant « là, vous franchissez une barrière » ? C'est difficile à dire. En tout cas, ce que je remarque, c'est que ça a été un certain réveil du comité consultatif de bioéthique, car ce comité qui existe maintenant depuis 1996, si je ne me trompe pas, ma foi, je ne pense pas qu'il était fort connu et qu'il était fort entendu, sauf peut-être concernant son premier avis portant sur l'euthanasie. Mais par la suite, il y a eu une sorte de sommeil par rapport au comité consultatif de bioéthique. Et j'oserais pas dire comme la belle au bois dormant, parce qu'attention, c'est mal vu maintenant. Apparemment, il y a un réveil et on est sollicité. En tout cas, on se souvient que ce comité existe et qui pourrait donner des balises en ce qui concerne des politiques futures, que ce soit par exemple en ce qui concerne l'organisation de la santé au point de vue du troisième âge ou des personnes âgées, au point de vue des maisons de repos et de soins, mais aussi au point de vue plus généralement des concepts justement d'égalité, d'équité, d'éthique en général. Et j'espère malgré tout que nous allons être entendus. Pour ce qui concerne, par exemple, la vaccination, on a été quelque peu entendus. Parce que ce qui a été adopté au point de vue de la stratégie, au point de vue des groupes à risque, était suggéré par le comité consultatif de bioéthique. Maintenant, encore une fois, l'avis qui avait été produit en 2009, si je ne me trompe pas, concernant la pandémie en général, cet avis, il a été mis aux oubliettes. Hein. Peut-être encore un mot pour faire le lien d'ailleurs avec peut-être déjà notre session du 20, où l'on espère avoir, si son agenda le permet, en concluante, Agnès Calamard, qui est la nouvelle secrétaire générale d'Amnesty International, mais qui était celle qui, aux Nations Unies, enquêtait sur les exécutions extrajudiciaires et sur toutes ces violences. Très récemment, elle me disait il faudra peut-être finalement mener une enquête, peut-être venant des Nations Unies d'ailleurs, un peu sur cette forme d'exécution un peu extrajudiciaire volontaire qui a consisté à volontairement isoler les personnes dans les maisons de repos, dans les EHPAD, en sachant bien qu'il allait leur arriver le pire, en les isolant de tous les contacts possibles, mais aussi des soins. Elle dit que ça méritait une enquête. C'est un propos très fort. Mais... Ah oui, c'est un propos très fort. C'est quelqu'un de très fort, Agnès Calamard. Elle s'est spécialisée dans la liberté d'expression, elle a fait des travaux vraiment tout à fait passionnants, et puis rapporteur spécial des Nations Unies pour la question des exécutions extrajudiciaires, et j'avoue que ces rapports sont vraiment extrêmement solides, extrêmement solides. Moi j'admire le courage qu'elle a eu, parce que sur les exécutions extrajudiciaires, lorsqu'elle a effectivement enquêté sur l'affaire Khashoggi, ce n'était pas rien du tout. Mais donc pour elle, qualifier cette
cette absence, en quelque sorte, de prise en compte, cet abandon volontaire ou cet enfermement volontaire, ça pourrait faire l'objet d'une enquête serrée, internationale? Oui, certaines... Des juges pourraient l'entendre? Dès moi, les enquêtes, quand on est rapporteur spécial des Nations Unies, ça ne va pas directement chez les juges, ça va dans les différents comités, mais ça peut aussi évidemment alimenter des actions judiciaires, parce que si les politiques ne prennent pas les responsabilités, il faut bien que les juges le fassent. Hein. Donc ça, je le vois dans toutes ces questions, à un moment donné, on dit, mais de quoi les juges s'occupent? Voyons, le gouvernement des juges, quelle horreur. Mais oui, à un moment donné, sur le climat, il faut bien s'y mettre. Sinon, oui, je dirais tout ce qui est de nature à faire remonter des choses du terrain, de la réalité, de la vie, vers ceux qui doivent juger ou qui ont... Eh bien, il faut le faire. Et si elle le fait, je trouve que c'est vraiment bien. C'est créatif, en tout cas. On lui posera la question. Et elle viendra ici pour... On lui posera la question, ça, en tout cas, on l'espère, lors de notre plus prochaine session. Cela dit, on a encore un deuxième panel maintenant pour évidemment cette session sur l'exigence éthique. Je remercie en tout cas toutes les deux de nous avoir déjà aidés à planter un peu le constat, et je n'ose pas dire le décor, le constat et les pistes. En tout cas, de ce qu'il fallait relever dans l'ordre juridique, dans l'ordre éthique, dans l'ordre du droit, des droits. On va passer maintenant aussi à l'éthique, à l'approche éthique de traitement, dans une discussion où l'on va retrouver Cynthia Fleury. Oui, son livre sur le courage, la fin du courage. Voilà. J'ai trouvé ça, c'est pas le courage qui est terminé, c'est l'objectif. Il y a des choses magnifiques dans ce livre. On va précisément essayer d'en parler avec elle et avec Florence Kaimex, donc on ne va pas quitter du tout l'enceinte du Conseil consultatif de bioéthique. Merci à toutes les deux d'être venues. Avec plaisir.